政府归沈阳人民政府今天胜利了。为建设富强、民主、文明、和谐、美丽的社会主义现代化强国努力奋斗。Un soir d'hiver, en décembre 1978, 18 foyers paysans du village de Xiaogang, dans le district de Fengyang, ont signé ce contrat. Nous distribuons les terres du village à chaque famille. Le contrat est signé et scellé par chaque chef de famille. Et si tout fonctionne bien, chaque foyer fournira à l'État la production correspondante au quota annuel fixé par foyer. Il ne demandera plus d'argent ni de provisions auprès de l'État. Si cela ne marche pas, nous, les cadres, méritons les punitions jusqu'à la peine de mort et nos enfants seront pris en charge jusqu'à 18 ans par d'autres membres de la collectivité. À l'époque, ces paysans n'avaient pas pris conscience qu'une réforme censée modifier le destin de millions et de millions de paysans chinois venait ainsi d'être mise en route. Les petits ruisseaux sont en train de se réunir, formant une vague printanière. En juin 1977, au cours d'une réunion du bureau politique du comité central du PCC, un documentaire de 10 minutes a été diffusé, mettant en scène la pauvreté dans les villages de l'Anhui. Le bureau politique du comité central a aussitôt décidé d'envoyer un cadre compétent diriger l'Anhui. Ainsi, Van Li a été nommé premier secrétaire de la province de l'Anhui. Été 1978, l'Anhui a connu une grave sécheresse. Le comité provincial a pris la décision de prêter aux paysans les terres pour cultiver le blé. Le district de Feishi a connu la pire situation, les récoltes ont été largement insuffisantes en été. Les membres du PCC de la zone Shannan ont discuté au cours d'une réunion sur la façon d'augmenter la récolte céréalière pour lutter contre la famine. Les 23 membres du PCC présents à la réunion ont convenu de prêter aux villageois les terres, mettant en place le système de fixation des normes de la production sur la base du foyer paysan. Le village de Xiaogang, dans l'Anhui, était réputé pour son entière dépendance au niveau de la nourriture, de l'économie et de la production. Le contrat forfaitaire, initié par les paysans, stipule qu'après avoir versé ce qu'il faut à l'État et à la collectivité, tout ce qui reste est à eux. Enfin, les gens ont eu la récolte abondante qu'ils avaient attendue. La production céréalière a quadruplé par rapport à l'année précédente. Les revenus des paysans ont été multipliés par 16, passant de 22 yuan à 350 yuan en moyenne.
Dans la foulée, le Shandong, le Sichuan, la Mongolie intérieure, le Gansu, le Henan, le Guizhou ont appliqué le système de responsabilité similaire sous diverses formes, avec fixation d'un quota de production par foyer et une rémunération selon le travail fourni. La terre est la clé de la réforme à la campagne. La Chine applique un système de propriété foncière publique dans lequel coexistent la propriété étatique et la propriété collective. Le système d'exploitation forfaitaire, qui a été fondé sur cette base, est un système de responsabilité des foyers. Il a motivé les paysans, dynamisé la campagne, favorisé le développement de la production et a modifié le paysage rural. Deng Xiaoping a dit « Le système d'exploitation forfaitaire a été inventé par les paysans, il est efficace ». Dans le district de Feishi, dans l'Anhui, l'application du système a fait nettement augmenter la production. Le district de Fengyang, qui est cité dans la chanson folklorique, a connu une métamorphose totale après la mise en vigueur du système au bout d'un an. Depuis 1982, les autorités centrales ont imposé pendant 5 ans d'affilée la vulgarisation du système d'exploitation forfaitaire à l'échelle nationale. Le contrat forfaitaire a apporté de grands changements. En 1984, la production céréalière nationale a dépassé pour la première fois 400 milliards de kilos. La valeur totale de la production agro-sylvicole pastorale et de la pêche a été multipliée par 1,3 par rapport à 1978. Chaque habitant possédait en moyenne 400 kilos de céréales. Dans les années 1980, « Dans le champ de l'espoir » était une chanson en vogue dans toute la Chine. Au printemps, chaque foyer travaillait dur pour les cultures printanières. Le rideau a été levé, la vague de réforme à la campagne est inéluctable. Les régions rurales sont en plein épanouissement. À des centaines de kilomètres du village de Xiaogang, c'est le district de Xiaoshan, dans la province du Zhejiang. Au vu de son énorme population, le contraste en termes de volume entre l'homme et la terre est évident. Pour se nourrir, les habitants se creusaient la tête en montant toutes sortes d'affaires, créant de petites entreprises, telles que l'usine de machines agricoles de Lu Guangqiu. 那个人都是集体，个体有很少。这种工资，你要稍微搞了大一点的，不允许。这样子一搞搞了6年，玩了7个地方，这里不行，哪里不行？ 真的东躲西藏。 Cette usine de machines agricoles créée par Lu Guangqiu n'était au début qu'un petit atelier qui est devenu la première entreprise de pièces automobiles chinoise à entrer sur le marché américain. Elle est pionnière parmi les entreprises rurales pour avoir fait l'acquisition de sociétés cotées à l'étranger. Cela révèle au monde la sagesse et la responsabilité des entrepreneurs chinois. Aujourd'hui, le groupe Vanxiang est un groupe international moderne, avec plus de 100 milliards de chiffres d'affaires annuels et des bénéfices supérieurs à 10 milliards de yuan. Dès 1979, à Kunshan, Jiangying, Zhangjiagang, Changshu du Jiangsu
À Wanzhou du Zhejiang, Jinjiang du Fujian ou Foshan au Guangdong, les entreprises rurales poussaient comme des champignons après la pluie. En 1987, la valeur de la production des entreprises rurales représentait 50,4% de la totalité de la valeur globale de la production de la région rurale, dépassant pour la première fois la valeur globale de la production agricole. L'économie rurale a connu une évolution historique. La stabilité est liée à l'agriculture, la richesse est liée à l'industrie. Suite au système d'exploitation forfaitaire, des paysans chinois ont créé l'entreprise rurale, une autre grande invention qui a ouvert une voie à l'industrialisation, l'urbanisation et la modernisation des régions rurales chinoises. La réforme à la campagne s'est intensifiée, l'appel à la réforme urbaine a pris de l'ampleur. La réforme urbaine consiste à décentraliser le pouvoir, céder le profit et dynamiser l'économie. Grâce à la décentralisation, les autorités locales auront le droit financier et le droit sur la gestion des biens publics. Les entreprises auront plus d'autonomie dans la production et l'exploitation. Les autorités locales et les entreprises seront donc plus motivées. En mai 1979, 8 entreprises d'État, dont l'usine sidérurgique de la capitale, ont fait l'objet d'un projet pilote de réforme. À partir de 1981, l'élargissement de l'autonomie des entreprises a été étendu à toutes les sociétés publiques. En octobre 1984, à l'occasion de la 3e session plénière du 12e comité central du PCC, a été adoptée la décision du comité central du PCC sur la réforme du système économique. Il s'agit d'un document fondamental en faveur d'une réforme complète du système économique. Le document a clairement souligné « L'économie socialiste basée sur la propriété publique est une économie marchande planifiée. Une économie marchande en plein essor est une étape indispensable pour le développement économique et indispensable pour la modernisation de l'économie de notre pays. Il faut développer pleinement l'économie marchande pour revigorer notre économie. » Cela symbolise le fait que la réforme est passée de la campagne à la ville. La réforme du système économique battait ainsi son plein. Élargir l'autonomie des entreprises, réformer le système de gestion, réduire progressivement les planifications obligatoires, réformer le système des prix, favoriser des formes de prix variées. Toutes les réformes ont brisé le système économique traditionnel et ont stimulé le développement économique. Dans les grandes vagues de réformes, les gens sont comme des navires qui rivalisent d'ardeur et d'effort. Avec l'épanouissement de l'économie, les autorités centrales ont exhorté d'encourager et de soutenir le développement de l'économie individuelle. Ainsi, les hommes d'affaires sont devenus plus nombreux, de même que les commerçants dans la rue. La rue Jaminsilu à Wanzhou. Ce n'est pas une boutique accrocheuse, elle est pourtant témoin de l'inauguration d'une époque où le commerçant individuel est devenu familier aux habitants. À l'automne 1979, Zhang Huamei, qui venait d'avoir 18 ans, a pris une décision audacieuse, celle de devenir commerçante individuelle. Mais il existait encore des politiques contraignantes visant les commerçants individuels. Elle ne pouvait installer qu'un stand à la porte de sa maison en cachette, vendre les petits objets d'usage courant pour subvenir aux besoins de sa famille. Elle ne s'attendait pas du tout à voir sa chance arriver si vite. Décembre 1980, une licence d'exploitation pour les commerçants individuels, numérotée 10101, a été attribuée à Zhang Huamei. Elle n'a réalisé que 24 ans plus tard que cette licence a été la première attribuée à un commerçant individuel après la réforme et l'ouverture du pays.
啊，你们就大胆的去做吧，不要什么顾虑啊，反正你能够开多大你就开多大，没关系的。 Pendant le développement de l'économie privée, Nguyen Guanju, patron d'une entreprise commercialisant des graines de cucurbitacées, a fait l'objet de débats. Son produit réputé se vendait très bien. Manquant de main-d'œuvre, il dut embaucher des gens, au début seulement quelques-uns, puis jusqu'à une centaine de personnes. On lui reprochait alors d'avoir embauché trop de gens, et on lui demanda de réduire ses effectifs. Deng Xiaoping, ayant lu le rapport d'enquête, dit « Je pense qu'on peut attendre 2 ans. Le moindre changement de politique va inquiéter le public. Donnez à Nguyen un peu de temps. Que craint-on? Qu'il nuise au socialisme ?» Avec l'assouplissement des politiques, l'économie privée a pris forme. Ces petits ateliers minuscules, ces petites usines, ces boutiques se sont agrandis. Leurs affaires se sont développées dans tout le pays et même à l'étranger. Ainsi sont nés des entrepreneurs privés très puissants. Ce film des années 80 met en scène des personnes comme Zhang Huamei qui, ayant été jeunes chômeurs, sont devenus entrepreneurs. Ils ont été parmi les premiers à avoir bénéficié des politiques de réforme et d'ouverture. En 1978, les ateliers familiaux et les commerçants individuels n'étaient qu'au nombre de 140 000 et 3 ans plus tard, le chiffre est passé à 2,6 millions en 1981. L'économie individuelle en développement, l'économie privée en plein essor ont constitué la situation de base de l'économie socialiste chinoise, caractérisée par le développement en commun des économies à propriété multiple. La circulation des marchandises traditionnellement planifiée s'est tournée vers une circulation guidée par le marché. Les marchés des agriculteurs, les marchés aux légumes, les épiceries, les magasins bon marché de produits agricoles sont apparus. Les marchandises circulent alors sous de multiples plateformes, d'une façon plus dynamique. La vie des habitants devient plus pratique, la qualité des marchandises est assurée, la consommation a ainsi été stimulée. Avec l'approfondissement de la réforme du système économique, la réforme dans le domaine scientifique et technologique a été lancée au milieu des années 80. En mars 1985, s'est tenue la conférence nationale sur le travail scientifique et technologique. Les autorités centrales ont pris la décision de la réforme du système scientifique et technologique. Une opportunité que Wang Xuan de l'université de Beijing a saisie. Après sa réussite dans les recherches sur la technologie de typographe laser du caractère chinois, il ne s'est pas arrêté en restant dans le laboratoire. En 1988, il a entamé une coopération avec une nouvelle société de technologie de l'université de Beijing qui est à l'origine du groupe Founder. La technologie de typographe laser a été très rentable et a lancé une révolution technologique permettant de se débarrasser du plomb. Wang Xuan est surnommé l'inventeur de l'imprimerie des temps modernes. Wang Xuan s'est jeté dans les affaires. Wang Dahong, Wang Ganchang, Yang Jiache et Cheng Fangyong, 4 scientifiques, se sont attaqués aux nouvelles technologies. Le 3 mars 1986, ils ont écrit à Deng Xiaoping proposant de suivre activement le niveau international de pointe et de se faire une place dans le secteur de la haute technologie mondiale. Le 5 mars, Deng Xiaoping a donné sa réponse claire. C'est une importante proposition. Il ne faut pas tarder à prendre la décision. Ayant pris conscience que la technologie est décisive dans le développement économique et social, Deng a suggéré « La science et la technologie
constitue la première force productive, une théorie très célèbre. Il a également dit « Dans la réforme des systèmes économiques et technologiques, ce qui me tient le plus à cœur est le talent. Il faut respecter les connaissances et les talents. » En novembre 1986, le comité central du PCC et le Conseil des affaires d'État ont approuvé le programme de recherche et développement de haute technologie. Un programme qui a été baptisé en rapport avec sa date de suggestion, le programme 863. L'ouverture de la Chine a réalisé une percée majeure. En mars 1978, les autorités centrales ont décidé d'affecter Xi Jinping à la prise en charge du Guangdong. En juillet, Xi Jinping a effectué sa première visite d'inspection dans la région. À cette époque, il est allé dans la rue Zhongying et a vu quelques pierres au milieu de la rue séparant une ruelle. Le côté de Hong Kong était dynamique, celui de la partie continentale était terne. Il est rentré de la visite d'inspection le cœur lourd. En avril 1979, Xi Jinping est allé à Beijing assister à une réunion de travail du comité central. Il a proposé que les autorités centrales, tenant compte du voisinage du Guangdong avec Hong Kong et Macao, puissent lui accorder quelques politiques spéciales, lui permettant d'établir des zones franches d'exportation à Shenzhen, Zhuhai et Shantou. Cette proposition a eu l'appui indéfectible de Deng Xiaoping. Deng a dit « On peut faire d'un endroit une zone spéciale. On avait des zones spéciales. Le gouvernement n'a pas d'argent, mais peut vous octroyer des politiques favorables. C'est à vous de vous frayer un chemin. » Avec les efforts du comité central du PCC et du Conseil des affaires d'État, le 20 juillet 1979, les explosifs de chantier ont tonné dans la région de Shekou à Shenzhen. Les travaux de déblaiement, de remblaiement et de construction des ports ont été lancés. La vitesse de Shenzhen, qui fait allusion à la capacité de construire un étage tous les 2 jours et demi, est devenue célèbre. Le temps, c'est de l'argent. L'efficacité, c'est la vie. Ce slogan, qui est répété dans toute la Chine, fait réfléchir et est source d'inspiration. Shenzhen, Zhuhai, Shantou et Xiamen, ces 4 zones économiques spéciales, sont les vitrines de la réforme et de l'ouverture de la Chine, qui ont également servi d'exemple à développer. Au printemps 1984, Deng Xiaoping a quitté Beijing en train pour aller dans le sud. Il a dit « C'est mon idée de créer des zones économiques spéciales. Les autorités centrales ont pris la décision, réussie ou pas, je dois venir voir. » En à peine un mois, sans arrêt, Deng Xiaoping a visité les 3 zones économiques spéciales de Shenzhen, Zhuhai et Xiamen. Il a été profondément ému par la vitalité de la zone économique spéciale. Il a laissé une note. Le développement et l'expérience de Shenzhen prouvent que la création d'une zone économique spéciale est juste. La même année, comme Deng Xiaoping l'a suggéré, le comité central du PCC et le Conseil des affaires d'État ont décidé d'ouvrir encore 14 villes côtières, depuis Dalian au nord jusqu'à Beihai au sud. Comme un collier de perles, ces villes ont relié 10 000 kilomètres de zones littorales en Chine. En 1988, le gouvernement central a approuvé la création de la province de Hainan et a décidé de développer et d'ouvrir l'île de Hainan. La porte de la Chine s'ouvre progressivement. La Chine, qui est à la fois vieille et jeune, ouvre ses bras et embrasse le monde. Ce sont la réforme
et l'ouverture qui rendent la Chine énergique. De l'économie planifiée à l'économie planifiée complétée par l'économie de marché, jusqu'à l'économie marchande planifiée, la réforme avance pas à pas. La circulation des ressources, la circulation des facteurs de production, la circulation de la population, formant une vague pleine d'énergie, tout cela donne aux gens la confiance et l'espoir. Dans le processus, une théorie décisive sur le développement futur du pays a été retenue par tout le monde. 我们的现代化建设必须从中国实际出发，把马克思主义的普遍真理同我国的具体实际结合起来，走自己的道路，建设有中国特色的社会主义。这就是我们总结长期历史经验得出的基本结论。 Le 1er octobre 1984, sur la place Tiananmen, a été organisée une grande cérémonie pour fêter la 35e fête nationale, l'occasion de faire un bilan des réalisations de la réforme et de l'ouverture. Dans le défilé, des élèves de l'université de Beijing ont fait une banderole disant « Bonjour Xiaoping ». Cette salutation très amicale, simple et cordiale reflète toute l'admiration du peuple chinois pour Deng Xiaoping et son soutien ferme à la grande cause de l'ouverture et de la réforme que Deng a initiée. La vague de réformes qui est venue avec le printemps s'annonce puissante et intense. Elle véhicule la belle aspiration du peuple chinois pour le bien-être, pour la modernisation et pour un bel avenir promis à chacun. Cette vague est irrésistible et elle avance avec vigueur et sérénité.